Bon, déjà, faut que je me trahisse. Là, je me suis barré pendant 3 4 jours au Futuroscope avec mes gamins. En plus, j'avais oublié mon téléphone portable dans la bagnole. Ce qui fait que j'étais coupé de SMS, fil Telegram, WhatsApp, Facebook et tout ça. Et donc, je suivais rien du tout. Il n'y a personne qui m'a parlé de Benalla là-bas. Tout le monde on me parlait de Arthur et les Minimoys, le voyage extraordinaire et des trucs comme ça, mais pas du tout ça. Donc j'ai juste vu quand je passais dans le hall de l'hôtel les sous-titres là-dessus. Mais en rentrant hier dans la voiture sur France Info, le premier truc que j'ai entendu, c'était un sondage qui disait que 42% des Français pensaient que l'opposition utilisait l'affaire Benalla pour saboter la révision constitutionnelle. Je voudrais dire que c'est vrai. En tout cas, pour ma part, je veux avouer, tu vois, je veux avouer que en effet, mon objectif, l'un de mes objectifs, j'en ai d'autres, hein, tu vois, on en parlera après, mais je rencontrais tout à l'heure des auxiliaires de vie scolaire qui galèrent pour être titularisés, pour s'occuper des gamins handicapés, donc on ne peut pas dire que ce soit le cœur de mon objectif, ce dont je vais parler, mais enfin, en effet, je suis pour planter la révision constitutionnelle. Et au nom de l'affaire Benalla, pour moi, il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est le cœur des modifications de la Constitution, qui est quand même le texte fondateur, nanani, nanana, de la République, tout ça, c'est de dire que l'exécutif doit avoir plus de contrôle du législatif. Or, ma bagarre, j'ai cité Montesquieu, je vais encore le citer aujourd'hui, mais en long, en large et en travers depuis des semaines et des mois, c'est de dire que, au contraire, ce qu'il nous faut, c'est un législatif qui contrôle mieux l'exécutif. Je ne cesse de le répéter. Et là, on voit bien que, avec cette affaire, que c'est bien ce qu'il faudrait. Parce que le problème, c'est pas qu'on a des parlementaires dont on ne sait pas trop ce qu'ils font, et puis tout ça, c'est qu'on a un président de la République qui contrôle, qui concentre, non pas les pleins pouvoirs, mais plein de pouvoirs, et qui est absolument pas contrôlé, qui est absolument pas surveillé, qui apparaît quand il veut. Donc c'est vrai que moi, l'un des amendements que j'avais proposé, c'est que le président de la République doit venir s'expliquer une fois par mois devant l'Assemblée. Soit il y a une véritable séparation des pouvoirs, aujourd'hui elle n'existe pas, c'est une fiction, eh bien actons-le. Mais dans ce cas-là, le véritable chef du gouvernement, c'est le président de la République, aujourd'hui Emmanuel Macron. Eh bien, en tant que chef du gouvernement qui prend plein de décisions, il ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, qui s'appelle là en ce moment Édouard Philippe, derrière le Premier ministre, il doit venir s'expliquer directement devant l'Assemblée nationale. Il sera chahuté, un homme parmi les hommes, par une opposition, et non pas comme un Jupiter régnant au-dessus des nuages, et ainsi de suite. Et là, bon, on en voit l'utilité pratique aujourd'hui, c'est comme Macron, il devrait venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale, il en a la possibilité devant la commission d'enquête, mais là, ça devrait être une obligation pour lui de venir s'expliquer sur cette affaire Benalla, mais peut-être sur les décisions qu'il a prises en matière de contrats aidés, les décisions qu'il a prises sur, par exemple, le handicap, j'en parlais, plein de décisions qu'il a prises sur les 80 km/h, sur tout ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais qui viennent s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que, oui, au nom de l'affaire Benalla, et je fais le lien entre les deux, je m'opposerai à cette révision constitutionnelle. On doit avoir une révision constitutionnelle, on doit bouleverser le fonctionnement des institutions. C'est pas faire de la broderie sur les côtés qu'il faut faire. Il faut bouleverser le fonctionnement des institutions, mais en sens inverse, pour qu'il y ait davantage de poids donné au législatif, entre guillemets législatif, tu sais ce que j'en pense. Je pense que c'est pas à l'Assemblée que se fabrique la loi. À la limite, elle est votée à la fin, mais elle n'est pas fabriquée là, elle est fabriquée dans les ministères, elle est fabriquée à l'Élysée. Et là, tu vois, par exemple, la révision constitutionnelle, eh ben, c'est Macron qui a tout décidé. Il a décidé qu'il faudrait 404 députés, qu'il y en aurait 15% à la proportionnelle. Et ensuite, tu as les députés à l'Assemblée nationale qui viennent discuter en disant, ah bah tiens, on a une idée, on va vouloir 404 députés avec 15% à la proportionnelle, parce qu'on pense que notre chef, il est absolument génial, et que pendant la nuit, il a eu la bonne idée. Et ça, je veux dire, cette manière de se comporter, moi je vais trouver un espace pour pointer ça, je l'espère, dans l'hémicycle, mais si jamais il y a ça qui se produit au sommet de l'État avec l'affaire Benalla, c'est un peu de la responsabilité, un peu, elle est partagée, mais c'est un peu la responsabilité de Rugy, c'est un peu la responsabilité de Sacha Heulier, c'est un peu la responsabilité de Richard Ferrand. Pourquoi ? Parce que devant le président de la République qui est un homme, il ne se comporte pas en homme, il se comporte en carpette. Tu vois, c'est des tapis de sol.
les députés. Et donc, tant que ça peut lui donner, du coup, à Macron, un sentiment de toute puissance, d'arrogance, il fait ce qu'il veut. Allez, hop, je te cale l'agriculture, en 15 jours, vous me réglez les questions de l'agriculture, et puis finalement, j'ai changé d'avis, puis vous l'allez la régler autrement. Ah, allez, je vous donne 2 semaines pour revisiter la Constitution, puis au dernier moment, je voudrais qu'on fasse rentrer service civique dans le truc parce que je veux rétablir, bon c'est pas l'armée mais c'est un truc comme ça. J'ai eu une bonne blague d'ailleurs d'un collaborateur socialiste qui m'a dit Macron il voulait rétablir le service civique, finalement il a rétabli le service d'action civique. Service d'action civique c'était le SAC qui était un truc qui existait sous De Gaulle, c'était une milice qui allait taper sur les gauchistes quoi. Donc bon c'était une blague comme ça, un petit aparté. Bon mais voilà, et donc ils se comportent comme des carpettes les députés, mais pas que les députés. Il y a le président de la République et puis les autres c'est des tapis de sol. Bon, et ben tant que c'est comme ça, ça fait qu'ils s'habituent à une arrogance, à une toute-puissance, et je crains qu'il y ait un phénomène de ruissellement qui fait que non seulement lui est habité d'une toute-puissance, mais les gens qu'il fréquente, qui sont dans leur entourage, ils pensent qu'il suffit de se sortir la carte. Ah bah moi, je suis à l'Élysée, ça veut dire je suis près du prince, et au nom de ça, eh ben je peux passer par-dessus les lois, je peux passer par-dessus les droits, je fais ce que je veux parce que c'est plus une république, c'est la principauté de Macron, quoi, tu vois. Bon, et donc, je pense que en se comportant comme des hommes, non pas comme des opposants systématiques, mais comme des hommes simplement à l'Assemblée nationale, en tempérant les décisions du prince, en modérant les caprices, en s'y opposant quand c'est nécessaire, je pense qu'on ramènerait Macron sur Terre, Jupiter sur Terre, et on lui dirait « tu es un homme parmi les hommes, et de ce fait-là, tu ne peux pas te croire que tu as les pleins pouvoirs, les pleines possibilités, que peut-être tu as le don de l'immortalité, ainsi de suite. » Une phrase de Montesquieu s'impose à ce moment-là. 2 phrases, allez. 2 pour le prix d'une. Quand dans un royaume, il y a plus d'avantages à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu. Eh bien, là, nous en sommes à ce moment-là. Oui, mais ça a été la même chose sous Sarkozy ou sous Hollande. Quand il y a plus d'avantages aujourd'hui à faire sa cour au prince de l'Élysée qu'à faire son devoir. Or, notre devoir de parlementaire, c'est de faire ce qui nous paraît le mieux pour le pays. Le devoir du journaliste, c'est de dire la vérité quand on en a un bout, qu'on croit que c'est la vérité. Voilà. Et donc, il faut qu'on se fasse au prince, il faut qu'on se comporte simplement comme des hommes. La deuxième, c'est celle qu'on a mis en une de Fakir, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Voilà. On a là Macron, c'est un homme ordinaire. Bon, même il est. Bon. Au destin, peu ordinaire, il faut l'admettre. Tu vois, ça me pèse, mais il faut. Mais, eh bien, il est porté à abuser de son pouvoir. Et son entourage est porté à abuser de son pouvoir. Et si jamais derrière, il n'y a pas des limites qui sont posées, des limites qui sont posées par d'autres hommes, d'autres institutions, eh bien, ça va outrepasser en permanence. Il a pensé que ça marcherait de la même manière sur l'affaire Benalla que, je vais venir après, par exemple, sur les labos pharmaceutiques, tu vois, parce que je considère que les labos pharmaceutiques, c'est l'affaire Benalla en version économique. Mais ça se voit moins parce que c'est plus compliqué. Mais là, ça passe pas comme une lettre à la poste. Là, les faits sont simples. On a un homme qui tape en ayant emprunté un brassard de la police, un casque de la police, qui bastonne un manifestant à terre donc ça c'est déjà, qui appartient à l'Élysée, c'est déjà la première chose inimaginable. Et la deuxième chose qui est inimaginable, c'est qu'il n'est pas viré dans le quart d'heure qui suit. Il est évident que Marie-Laure, si tu te comportes comme ça, même en tant que stagiaire, si jamais Vincent se comporte comme ça, si jamais Sylvain se comporte comme ça ne mettra pas un quart d'heure avant que la décision soit prise, c'est la fin du contrat de travail, immédiatement. Et je suis sûr que tous les députés, y compris en marge de l'hémicycle, j'en ai discuté avec certains, mais c'est une évidence pour eux que jamais l'un de leurs collaborateurs ne pourrait se comporter de cette manière-là. Et que si jamais il se comportait de cette manière-là, eh bien, il serait viré dans l'instant. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça à l'Élysée? Là, il y a un problème psychologique. Ça crée une psychologie particulière d'être au cœur du pouvoir et de détenir tout ce pouvoir. Et si nous n'agissons pas comme contre-pouvoir, eh ben, ça ne peut le faire qu'enfler. Et donc, il faut qu'il y ait des limites qui soient très clairement posées. Je disais que j'allais faire le lien entre Benalla et le Dolder. Il faut donner des nouvelles du Dolder. Il faut d'abord rappeler ce qu'est le Dolder, peut-être, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode. Le Dolder, c'est un groupe des 30 plus gros laboratoires pharmaceutiques qui se réunissent une fois par an pour
peser sur les décisions, se concerter, ainsi de suite. Cette année, il se trouve que c'est à Paris que ça s'est déroulé. Il se trouve qu'ils avaient rendez-vous juste après le congrès. Macron est venu à Versailles, il a parlé d'un tas de trucs, bon voilà. Bon, et après, il est reparti à l'Élysée où il recevait en toute discrétion les dirigeants des plus grands labos pharmaceutiques du monde, à l'invitation notamment du directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt, qui faisait l'accueil de ses homologues internationaux. Bon, je veux dire que là, on a un scandale qui pour moi est un scandale d'État aussi. Pour moi, c'est une autre affaire Benalla, plus discrète. Bon, mais déjà qui, moi, me mettait hors de mes gonds en termes d'arrogance et de toute puissance, à la fois élyséenne et oligarchique, en vérité, mais qui passait inaperçu. Donc, qui passe toujours inaperçu. Mais qu'est-ce qui se passe? On a le site de Mourinx. On apprend le dimanche, la veille de cette réception à l'Élysée, on apprend qu'au site de Mourinx, il y a des rejets, alors d'une substance, c'est du bromopromate, machin, j'en sais rien. Mais enfin, c'est une substance tératogène qui fabrique des monstres, qui fabrique des difficultés de fécondité, qui fabrique des tas de maladies, des cancérigènes et ainsi de suite. Et c'est des rejets 190 000 fois plus que la limite des seuils autorisés. Je répète, 190 000. C'est quelque chose qui, d'après l'agence qui a travaillé là-dessus, une agence publique, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Donc ça fait des années que dans le coin de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques, on rejette comme ça dans la nature des doses de produits cancérigènes de façon complètement indécente, quoi. Bon, t'as ça. T'as eu déjà, la semaine d'avant, t'avais eu le rapport de l'INSERM et du CNAM, il me semble, sur le fait qu'il y avait entre 26 000 et 40 000 enfants, je peux vérifier les données exactes, mais entre 16 000 et 30 000 enfants de bébés d'épakine, d'enfants qui ont souffert d'autisme, qui souffrent d'autisme, devenus des adultes, suite à l'ingestion de dépakine, médicament du groupe Sanofi. Bon, on a eu ces deux nouvelles, Mourinx, dépakine, des chiffres officiels enfin. Olivier Brandicourt est reçu à l'Élysée le lundi soir avec tous ses homologues du Dolder. On se dit, ça va chier quand même pour Brandicourt. Il va se prendre on va lui mettre ses doigts et paf, il y a un bon coup sur de règle, la règle, tu vois finalement. Bon, un bon coup de règle sur les doigts, tu vois. Qu'est-ce que c'est que la règle? Ce qui nous permet de vivre ensemble, que ça soit respecté par tout le monde. Bon, il va se faire redresser les bretelles, Brandicourt. Bon, et je découvre, tiens, je ne l'ai pas imprimé parce qu'en fait j'ai dépassé mon quota d'articles sur le site des Échos. Et donc, il y a un copain qui travaille à la BPI, tu vois, donc, et qui me dit, ah super ta vidéo sur le Dolder. Tiens, d'ailleurs, hier, la BPI, elle était à l'Élysée avec eux, et il se trouve qu'ils ont décidé de mettre un paquet de pognon, un fonds spécial pour les médicaments. Bon, je me dis, c'est pas possible. Donc, je tape BPI plus Sanofi sur le truc, et qu'est-ce que je vois? Bon, si ça veut bien apparaître, je vois la tête de Brandicourt, avec comme gros titre, le gouvernement a pris des mesures très encourageantes. Je lis le papier, et je vois quoi? Je vois qu'il y a un fonds de plus de 200 millions d'euros qui est débloqué pour les médicaments. Tu vois, c'est un cadeau. Alors, quand on imagine que Sanofi, c'est l'entreprise qui reverse le plus de dividendes aux actionnaires, 3,7 milliards, il me semble, donc c'est-à-dire 30 fois plus que les 200 millions, 52% de ces bénéfices sont versés en dividendes, on n'investit plus, on verse en dividendes. Et là, le gouvernement, il vient récompenser Sanofi, pour Mourinx, récompenser Sanofi pour son silence sur la dépakine, récompenser Sanofi pour la destruction du site de Montpellier, récompenser Sanofi pour la suppression de 3000 chercheurs en France, récompenser Sanofi pour les 52% de bénéfices qui sont directement reversés en dividendes aux actionnaires, et vient récompenser Sanofi en raccourcissant les délais pendant lesquels les médicaments vont être testés. Pourtant, dans le cas de la dépakine, ça aurait été bien que ça soit testé, ou en tout cas qu'il y ait une information un peu plus large qui circule. Et puis, ça vient donner du pognon à Sanofi. Et on a la gueule de Brandicourt, le directeur général de Sanofi, qui triomphe dans les Échos
en disant voilà, le gouvernement il est vachement sympa, il y a eu des mesures très encourageantes. Il faudra que tu me mettes sa tête parce que quand même il est très énervant quand on voit sa tête, donc ça serait bien qu'on le voit pour que tout le monde soit énervé comme moi. Pourquoi c'est énervant? Pourquoi c'est énervant? Parce que c'est le même sentiment de toute puissance et d'arrogance qui dominait dans le cas de Benalla. C'est-à-dire, je suis, le prince m'a adoubé, voire peut-être c'est moi qui ai adoubé le prince. Parce que là, on connaît les liens entre Sanofi et Macron, hein, c'est Serge Weinberg qui est le PDG de Sanofi, l'autre est le DG, lui est le PDG, qui fait rentrer Macron chez Rothschild, après l'avoir rencontré à la commission Attali. C'est lui qui soutient Macron parmi les premiers quand il se lance en campagne. Et Macron, il fend la foule lors de l'élection de Hollande pour aller embrasser Serge Weinberg, PDG de Sanofi. Bon, on sait que Édouard Philippe, il est allé visiter un site de Sanofi en loose day, sans même prévenir les médias ni tout le monde, que Castaner, il est allé faire pareil dans son coin, et les deux ont dit qu'on ne peut pas critiquer une entreprise française qui réussit. Bon, on connaît la complicité entre la Macronie et Sanofi. Et là, on voit dans le comportement de Brandicourt à quel point le fait d'avoir l'accord du prince, ça lui donne un sentiment de toute puissance. Il a gagné, il gagne toujours, tu vois. Et quand bien même, il y a Mourinx, quand bien même on vient d'apprendre qu'il y a 190 000 fois plus, et depuis des années, de produits qui est jeté. Or, là, Brandicourt, à ce moment-là de l'histoire, si jamais il y avait quelqu'un qui, à l'Élysée, représente le peuple, et représente les intérêts du peuple, nous défend notre santé. Ça veut dire défendre notre santé parce qu'on empêche qu'il y ait ces rejets-là, mais défendre notre santé parce qu'on contraint les industriels à simplement fabriquer des médicaments, à inventer des nouveaux médicaments et non pas à reverser aux actionnaires. S'il y avait ça, Brandicourt, il devrait se demander s'il va terminer ses jours en tôle. Voilà la vérité. Brandicourt, il devrait flipper, il devrait avoir les couilles qui lui remontent dans la gorge, quoi. Il devrait se dire, le bon sang, est-ce que je vais me taper une garde à vue cette semaine ou pas? Est-ce que je vais y rester? Est-ce qu'ils vont me mettre au placard ou pas? Quelle est ma responsabilité à moi dans le site de Mourinx? Est-ce que je suis lié pénalement à ce qui s'est produit là-bas? Il devrait avoir les boules de ce qui va se produire. Mais non, il se sent, comment je dis, impunissable. Il n'est pas justifiable, il n'est pas un justiciable ordinaire. Il ne se sent pas le péril autour de lui. Tout comme, je dirais, Benalla est allé taper un mec à terre sans se dire qu'il y avait un risque pour lui parce qu'il était protégé par le prince. Et donc c'est vrai que moi, je vois un lien entre le Dolder, Sanofi et l'affaire Benalla. Je trouve qu'il y a là une espèce de même logique, une arrogance de ceux qui tournent autour du prince et un sentiment de toute puissance, quoi. Et il faut les ramener sur terre. Il faut les ramener sur terre. Mais ça, c'est par la loi, c'est par le vote, c'est par des bagarres qu'on doit les ramener sur terre pour qu'ils redeviennent des humains parmi les humains. Bon, à part ça, je sais pas où est-ce que tu pars en vacances. Moi, je suis comme un chien qui veut toujours pisser au même endroit. Donc, pour moi, ça sera l'Ardèche, tu vois. Et on se retrouve en septembre, quoi. C'est ça. Voilà. Hein, voilà, à la rentrée, qu'est-ce qu'on aura? J'ai 2 lois sur le gaz à la rentrée. J'ai la loi Pacte. J'ai quoi d'autre? Putain. Je sais qu'il y a un deuxième dossier important. Ah bah, tu vois. Bon. C'est beau, le travail parlementaire. J'ai la loi Pacte sur la croissance des entreprises. Bon, bah là, on va espérer mener une bagarre. Et surtout, j'espère que cette Assemblée, il y a des hommes qui vont se réveiller dans cette Assemblée nationale. Il y a des hommes qui ne vont pas se dire qu'ils sont les toutous de l'Élysée, quoi. Mais qu'ils peuvent se tenir droit, eux aussi. Moi, j'ai dit, je ne courrai pas l'échine. Au nom des gens dans mon coin, je ne courrai pas l'échine. Mais j'espère qu'il y aura à l'automne quelques nouvelles personnes dont on voit qu'ils ne courbent pas l'échine. Et ça sera le meilleur service à rendre au président de la République que de montrer qu'il y a des hommes en face, il y a des gens qui se tiennent droit, quoi.